Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue au ministre pour les Affaires européennes qui va vous parler d'un argument qui est très très important pour l'Europe, les défis des élections européennes. Vous connaissez très bien que nous sommes à côté des élections. Et donc je pense que l'idée d'avoir une rencontre avec les étudiants italiens, c'est très important pour nous, très intéressant. Je suis très heureux de vous donner la chance de commencer à introduire l'argument. Je vous en prie. Bene, buongiorno a tutti. Mi scuso ma non parlo bene italiano, devo farlo in francese, ma io sono molto contento di essere qua davanti a voi per parlare dell'Europa e della relazione tra Francia e Italia. Ho lavorato questa mattina con la ministra, la signora Mogherini, e ieri con il ministro Sandro Gozzi. Et je voulais avoir l'occasion effectivement d'avoir un échange avec la jeunesse italienne, une jeunesse engagée dans cette très belle et prestigieuse université dont la réputation dépasse largement les frontières de l'Italie. Et je considère que c'est dans la vie d'un ministre un moment privilégié que de pouvoir avoir ce type d'échange libre, je le souhaite en tout cas, et qui nous permettent d'avoir un petit moment de débat à une période très très importante de l'évolution de l'Union européenne. Venir à Rome pour un ministre français, cela revêt toujours une dimension particulière. Et plus encore, si vous me permettez cette confidence, c'est pour un ministre qui, comme je le suis, est originaire d'une région qui est quasi italienne, puisque je suis de Savoie, dont chacun sait ici qu'elle a été jusqu'en 1860 une partie intégrante de l'Italie, ou alors c'était l'Italie qui était partie intégrante de la Savoie. En tout état de cause, nous avons un passé en quelque sorte commun. Il est d'usage de dire que l'Italie et la France sont des sœurs latines. Cela est vrai. La géographie, l'histoire, la culture, l'économie nous lient d'une façon très très proche. Mais au-delà, grazie mille, meglio per me. Mais au-delà de cet héritage commun, au-delà de cette imbrication, qui est une imbrication humaine, économique, qui nous lie aujourd'hui, je crois que c'est la responsabilité particulière qui est la nôtre vis-à-vis de la construction européenne. Non parlo troppo rapidamente? Grazie. Des échéances effectivement majeures sont devant nous. Dans désormais moins de 100 jours, les électeurs de toute l'Europe se rendront aux urnes pour choisir leurs députés européens. Et hélas, partout en Europe, on sent monter une double inquiétude par rapport déjà à l'abstention, évidemment. Abstention qui, d'ailleurs, est un paradoxe, puisque l'abstention, elle augmente alors même que les pouvoirs du Parlement européen ne cessent de croître. Et la deuxième inquiétude, c'est évidemment la montée des partis populistes, des partis europhobes, des partis extrémistes. Alors, sans doute que pour vous, à l'âge que vous avez, l'Europe c'est une évidence, parce que contrairement à ma génération qui a vu, et votre génération, qui a vu d'abord des citoyens qui vivaient un pays, puis qui ont vu une Europe se construire. Donc on a dû passer d'une citoyenneté nationale à une citoyenneté européenne. Vous, l'Europe, vous la vivez, vous êtes citoyen européen, vous avez un passeport européen, vous avez connu la monnaie unique sans avoir forcément d'efforts à faire
pour se dire non, c'est plus la lire, c'est l'euro. Vous vivez peut-être pour certains d'entre vous, ou vous vivrez peut-être pour certains d'entre vous une mobilité dans le cadre de vos études à travers des programmes qui font partie de votre quotidien, comme Erasmus. Donc l'Europe est une évidence, vous êtes né dans une Europe en marche, mais force est de reconnaître aujourd'hui que ce lien avec l'Europe, il n'est pas partagé par tous nos concitoyens, et un doute s'est même installé vis-à-vis de l'intérêt de l'évolution de l'Union européenne. Or, dans moins de 4 mois, votre pays, car beaucoup, j'imagine, sont de nationalité italienne, je ne connais pas la composition exacte de la salle, mais votre pays conduira les destinées de l'Union européenne en assurant la présidence de l'Europe durant le second semestre. Et elle le fera au moment, d'ailleurs, où nous renouvellerons les institutions européennes, en particulier la Commission. Elle le fera aussi au moment où nous devrons ensemble relancer la construction européenne. Et c'est pourquoi je suis venu vous dire au nouveau gouvernement en Italie, en tout cas la disponibilité, évidemment, et le soutien du gouvernement français pour qu'ensemble, nous relevions ces défis de la relance de l'Union européenne. Car s'il n'y a pas de relance, il y a un risque d'un délitement, d'une évaporation de l'ambition européenne. Dans ce contexte, je voudrais partager avec vous peut-être une double conviction. C'est ce qui rythmera un peu mon intervention. La première conviction, c'est que nous devons réconcilier nos concitoyens avec l'Europe, finalement leur redonner un goût à l'Europe, un appétit d'Europe, un amour pour un rêve européen. Et pour cela, c'est la deuxième partie, nous devons redonner du goût à l'Europe. Nous avons donc besoin de plus d'Europe, d'une Europe peut-être différente de celle qui a été portée au cours des dernières années, mais aussi d'une Europe qui continue à se projeter dans l'avenir, à défendre sa place dans le monde, et d'une Europe qui protège encore mieux les Européens contre les chocs économiques et sociaux. Donc, je disais, il faut réconcilier nos concitoyens avec l'Europe. Ouais, parce que là aussi, c'est aussi un paradoxe. Ceux qui ne sont pas dans l'Union européenne, et vous êtes suffisamment informés de l'actualité internationale, on le voit, ceux qui ne sont pas dans l'Europe veulent y rentrer. Ils manifestent. Certains même, il y a quelques semaines, se sont fait tuer, ont perdu la vie dans des manifestations dans lesquelles la dimension européenne était présente dans les aspirations des manifestants. Et ceux qui sont dans l'Europe sont insatisfaits de l'Europe. Mais pour avoir eu la chance, au mois de décembre notamment, d'être aux côtés de celles et ceux qui manifestaient, place Maïdan à Kiev, ou de rencontrer des Ukrainiens dans l'hôtel de ville de Kiev qui était occupé, moi je peux vous assurer que pour eux, l'Europe, c'est une aspiration à la liberté économique, politique. Les gens là-bas veulent vivre comme nous avons la chance de vivre sans que nous nous en rendions compte. C'est-à-dire des pays, l'Italie ou la France, qui ont un développement économique, même s'il n'est pas toujours à la hauteur de nos espoirs, mais il y a une évolution positive de l'économie de nos pays. Ce développement de la richesse n'est pas capté par une oligarchie, et vous avez la liberté de vous exprimer les uns et les autres de la façon la plus libre possible, en étant y compris candidat aux élections si vous le souhaitez. En tout cas, vous avez cette possibilité. Ce sont des choses finalement assez simples, qui font partie de notre quotidien, on s'en rend plus compte, mais quand on est à l'extérieur de l'Union européenne, on s'en rend compte. Et on souhaite effectivement avoir ces mêmes libertés que nous avons. Pour l'Ukraine, puisque je parle aussi de ce pays, je dois en dire un petit mot, et je l'ai dit d'ailleurs au ministre italien que j'ai rencontré, les nouveaux ministres, il faut que nous accompagnions ce pays pour effectivement lui donner une perspective un jour d'être mieux arrimé à l'Europe qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous apportons tout notre soutien à son intégrité territoriale, à son indépendance, à sa souveraineté. Et pour cela, il nous faut actionner 3 leviers. Bon, dénoncer le choix de la Russie d'une escalade qui peut être dangereuse, jouer
un rôle de médiation active de la part de l'Union européenne et des pays qui composent l'Union européenne, et soutenir les autorités ukrainiennes pour qu'elles s'engagent dans une transition qui doit conduire effectivement à l'élection présidentielle. Quand? Le 25 mai. Même jour d'une élection qui nous concernera, donc, qui est celle du Parlement européen. Bon, je pense que c'est d'ailleurs une bonne conjonction, coordination de dates, qui, je l'espère, mobilisera un certain nombre de nos concitoyens qui sont tentés par l'abstention, de se dire, vous avez la possibilité de faire évoluer l'Europe et vous n'iriez pas voter, alors qu'en Ukraine, le 25 mai, on choisira un président de la République, et tout le monde aura en arrière-pensée, au-delà de l'élection du président de la République, du fait que celui qui sera choisi en Ukraine aura effectivement un projet de rapprochement avec l'Union européenne. Pour l'Europe aussi, il faut des réformes, car l'ambition de l'Europe, ça ne peut pas être simplement de faire face aux crises qui surviennent et de gérer des politiques existantes. Non, l'ambition d'Europe, ce doit être aussi un projet politique qui soit unificateur, et c'est sans doute là que le bas blesse. Pendant longtemps, chaque avancée de la construction européenne, en quelque sorte, en appelait une autre d'une façon assez naturelle. La dynamique était telle que la question du soutien des citoyens ne se discutait pas. Les premiers pays, l'Italie en était, qui ont construit l'Union européenne, avaient aussi à l'esprit une motivation d'établir une paix durable. Et pour le coup, on peut dire qu'ils ont réussi. Personne ne peut le contester. Donc cette dimension de la paix était suffisamment importante en soi pour qu'il y ait effectivement un soutien des citoyens. Il y a eu aussi, je peux citer la mise en place du marché intérieur, dont chacun avait compris à l'époque qu'il recevait en lui des développements économiques, d'un échange d'une liberté des biens, des services, qui emportait une mobilisation de nos concitoyens. Mais ce qui était alors une évidence ne l'est plus aujourd'hui, sans des finis en quelque sorte de ce fonctionnement un peu mécanique qui nous permettait d'aller de l'avant, sans des finis d'une Europe qui se construisait en quelque sorte d'une certaine manière en catimini. On doit redonner du sens, c'est-à-dire un contenu et une direction à notre action, à la construction européenne. On doit expliquer à nos concitoyens pourquoi nous faisons l'Europe et ce que elle leur apporte, car on l'ignore. Moi, je passe une journée par semaine dans une région de France pour expliquer l'Europe à nos concitoyens. Et je peux affirmer qu'en France, mais aussi en Italie, ou dans d'autres pays de l'Union européenne, il n'y aurait plus de grandes politiques pour accompagner, par exemple, les grands quartiers d'habitat social, accompagner les populations les plus fragilisées, s'il n'y avait pas l'Europe qui donne les moyens aux régions de pouvoir le faire à travers le Fonds social européen. Je peux indiquer qu'il n'y aurait plus de recherche et de développement dans les start-up ou dans des entreprises moyennes s'il n'y avait pas les fonds de la ligne Horizon 2020 du budget de l'Union européenne. Nous n'aurions pas en Italie et en France une agriculture aussi diversifiée et compétitive à l'échelle internationale s'il n'y avait pas eu les fonds apportés par la politique agricole commune. Nous n'aurions pas une politique d'enseignement et de formation professionnelle s'il n'y avait pas des fonds qui sont apportés par l'Europe aux régions pour les mettre en place. Ça, c'est la réalité. Il n'y aurait plus de grandes infrastructures de transport qui se feraient dans l'Union européenne sur les seuls moyens des États. C'est terminé. Aucun pays de l'Union européenne aujourd'hui ne peut assumer son destin sans l'Union européenne. Aucun. Ni l'Allemagne, ni la France, ni l'Italie. Et cette dimension européenne est une dimension incontournable qui, quoi que vous en disent les eurosceptiques ou les europhobes, est l'avenir de nos pays respectifs. L'avenir de la France, je le dis, est lié à l'avenir de l'Europe. Et si la nouvelle ministre ou le nouveau ministre des Affaires européennes italien était là, il ne pourrait pas dire le contraire. Le rôle des ministres aujourd'hui, nationaux, et notamment les ministres européennes, c'est d'aller chercher à Bruxelles des outils et des moyens pour assumer nos propres priorités nationales dans nos pays respectifs, comme par exemple la priorité jeunesse que l'Italie et la France notamment aujourd'hui portent.
C'est une partie du rêve européen aujourd'hui qui se cherche, mais nous allons nous chercher les moyens au niveau national dans la dimension européenne pour retrouver l'assurance finalement que chaque génération pourra faire aussi mieux que la précédente, notamment à travers la priorité qui a été déclinée sur la réorientation de l'agenda européen vers la croissance. Et cela s'est traduit, il faut que je vous donne quelques exemples, au cours des 18 derniers mois. Ça s'est traduit par exemple par le fait que dans le budget 2014-2020 de l'Europe, pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, il y a une ligne budgétaire de 6 milliards d'euros qui est strictement ciblée sur une catégorie de la population européenne, c'est-à-dire les moins de 25 ans, pour tout faire pour effectivement leur donner une perspective en matière d'emploi. Et ces 6 milliards d'euros, ils vont être utilisés dans toutes les régions d'Europe où le taux de chômage des jeunes est supérieur à 25%, parce que nous considérons que c'est inadmissible de considérer que c'est un fait inéluctable sur lequel on ne peut pas effectivement se battre. Donc ces 6 milliards d'euros vont aider beaucoup de régions en France, hélas, beaucoup de régions en Italie, hélas, toute l'Irlande, toute la Grèce, hélas, parce que ce sont des pays effectivement qui sont confrontés à un chômage des jeunes trop important. Ça, c'est un exemple très concret de la réorientation qui a notamment été voulue, je le dis parce que c'était la réalité et que c'était un long combat, par le nouveau président de la République française qui a tenté d'infléchir effectivement l'orientation de l'Europe. C'est aussi le fait que nous avons consolidé la zone euro qui constitue le cœur de réacteur de l'Union européenne, que nous travaillons aujourd'hui, et c'est loin d'être gagné avec le Parlement européen, pour établir les règles de fonctionnement de l'union bancaire, pour accepter en quelque sorte que toutes les banques, notamment de la zone euro, soient sous contrôle de la Banque Centrale Européenne, non pas pour dire à chaque banque vous devez faire ceci ou cela, mais pour s'assurer que la gestion est telle que nous n'aurons plus à gérer dans les années qui viennent un crash bancaire d'une banque qui, par effet d'entraînement, entraînera d'autres difficultés à d'autres banques et obligera les États à venir au secours de telle ou telle banque. C'est-à-dire, on est sur une dimension où il faut prévenir plutôt que guérir, et avec des curseurs de gestion bancaire qui devront être partagés par toutes les banques. Et nous aurons aussi, je l'espère d'ailleurs avant la fin de cette législature, quelques éléments communs, partagés, ce qu'on appelle la résolution bancaire, pour qu'il y ait un système de mutualisation du risque entre les banques elles-mêmes, pour ne plus venir, lorsqu'il y a des difficultés, devant tel et tel État, pour aller au secours d'une banque, parce que le paradoxe, c'est que les crises que nous avons connues, il y en a eu en Italie, il y en a eu en Espagne, il y en a eu en Grèce, à Chypre, il y en a eu en Irlande aussi, c'est que c'était les États qui venaient au secours de la banque, et du coup ça fragilisait l'État à l'échelle internationale. Et bien non, on dit, c'est aux banques de trouver un système de mutualisation du risque, et donc on constitue un fonds, chaque banque paye proportionnellement à son chiffre d'affaires en quelque sorte, et ce système d'assurance sera appelé si d'aventure telle ou telle banque a une difficulté. Ça, c'est une avancée concrète, et la dernière avancée concrète sur la priorité emploi, c'est la décision qu'on a prise en 2012 de recapitaliser, notre banque à tous, qui est la Banque européenne d'investissement, de 10 milliards d'euros pour permettre à la Banque européenne d'investissement d'accompagner les projets des régions, mais aussi des petites et moyennes entreprises, avec une disponibilité bancaire nouvelle à leur profit, parce que nous savons et nous savions qu'elles ne trouvaient plus auprès des banques, des réseaux bancaires classiques, le flux financier nécessaire pour leur activité. Mais toutes ces décisions n'ont de sens, évidemment, que dans le cadre d'un projet humaniste et de progrès. Un projet où finalement l'Europe des opportunités et l'Europe des solidarités seraient indissociables. Et c'est là que nous avons un grand enjeu collectif. Et c'est sur ce terrain aussi, je crois qu'il est important de valoriser les avancées de la construction européenne.
C'est pour cela aussi, je vous donne là aussi un ou deux exemples, qu'il y a eu des avancées, qui ne sont pas des avancées dont la presse a beaucoup parlé, parce qu'on est tout de suite dans une très grande technicité, mais il y a de grands enjeux néanmoins de société. C'est pour cela qu'on a voulu effectivement qu'il y ait une priorité jeunesse partagée à l'échelle de l'Union européenne. Je vous ai parlé donc des 6 milliards d'euros pour les régions. Il y aura d'ailleurs à Rome au mois de juillet prochain un sommet des chefs d'État et de gouvernement où nous ferons le point pour être sûrs que ces décisions arrachées au niveau européen soient vraiment des décisions effectives sur le terrain et que ces 6 milliards soient totalement consommés entre 2014 et 2015. Car le pire serait été d'avoir un long combat au niveau européen pour avoir ces moyens et qu'ils ne soient pas utilisés parce que les États traînent pour mettre en place les dispositifs pour les jeunes qui sont concernés. C'est aussi pour cela que le programme Erasmus, entre la période 2007-2013 et 2014-2020, il a quasiment été doublé en montant. 8 milliards avant, 14 milliards 700 millions pour 2014-2020, et que dans une dimension aussi humaniste, progressiste, nous avons souhaité que Erasmus soit désormais ouvert, à partir du 1er janvier de cette année, aux jeunes qui sont en formation par alternance dans les entreprises, sans qu'ils ne soient dans l'enseignement supérieur, ou également aux apprentis, c'est-à-dire des jeunes qui ont choisi un enseignement pré-professionnel et non pas l'enseignement classique. C'est important aussi, en termes de signe à l'égard de la jeunesse, en disant désormais cette Europe, elle va aussi accompagner celles et ceux qui ne sont pas dans l'enseignement supérieur. Je pense aussi, parce que ça concerne les salariés, c'est pour ça que nous avons beaucoup œuvré au cours des derniers mois pour qu'avant le 25 mai prochain, nous trouvions une solution pour lutter contre le dumping social, le développement du travail low cost, entre les salariés de l'Union européenne eux-mêmes, à travers une directive dont vous avez peut-être entendu parler, qui est la directive sur le détachement des travailleurs, pour s'assurer qu'un salarié de l'Europe, lorsqu'il va travailler dans un autre pays, soit traité aux conditions salariales et du droit du travail du pays qu'il accueille, et non pas du pays dont il est originaire. Et je voulais vous le signaler parce que ça a été un très très difficile dossier, dans lequel d'ailleurs des pays qui n'avaient pas forcément un intérêt à ce que cette directive soit adoptée, eh bien certains pays, je pense à la Pologne, je pense à la Roumanie, je pense à la Bulgarie, en venant sur des positions telles que le développait la France et d'autres pays d'une très grande sévérité à l'égard des entreprises qui fraudaient, eh bien ces pays, en venant sur nos positions, ont fait le choix de l'Europe plutôt que le choix de leur propre pays. Et ça, c'est un élément très important. C'est-à-dire, ils acceptent effectivement qu'à court terme, il y ait moins de travailleurs roumains, bulgares ou polonais qui aillent travailler en Italie, en France, en Allemagne. Mais c'est un signe, effectivement, que ces gouvernements considèrent que leur avenir en Europe mérite qu'à court terme, ils acceptent des concessions qui leur coûtent parce que leur propre avenir est lié au développement de l'Europe. Deuxième sujet, c'est sur la relance de la construction européenne. Le renouvellement des institutions européennes va naturellement affecter la conduite des affaires européennes en 2014 et sans doute la présidence italienne. Mais le risque, il est naturellement que l'Europe tourne un peu au ralenti dans cette période, et ça, on ne peut pas se le permettre. 2014 doit effectivement être une année utile pour la construction européenne. Ce temps est trop précieux, alors que les citoyens européens, pour beaucoup en difficulté, nous regardent et nous attendent. On doit donc saisir cette opportunité pour penser l'Europe de demain, porter de nouvelles initiatives. Et penser l'Europe de demain, c'est d'abord admettre peut-être que les envies d'Europe ne sont pas toutes les mêmes dans l'Union, ce qui se traduit notamment par la mise à mal de notre méthode communautaire au profit d'un repli sur une méthode intergouvernementale. Mais la conviction de la France est que ce n'est pas sur ce chemin que nous bâtirons l'Europe plus forte, plus légitime, que ces divergences ne doivent pas nous empêcher d'avancer. Ce que je veux vous dire par là, c'est que si nous respectons le choix de pays qui veulent en rester là,
et se dire finalement, prenons ce qu'il y a dans les traités et on l'applique au minimum, nous, on respecte cette lecture des choses, mais on ne veut pas, à contrario, que les pays qui veulent aller plus loin, plus profond, plus vite, ne puissent pas le faire. Voilà, il faut donner la capacité aux pays qui veulent aller plus loin, plus profond, puissent le faire. Et c'est ce que l'on défend finalement d'une intégration solidaire dans une Europe qui soit une Europe différenciée, où finalement les rythmes, les contenus et même les règles de décision pourraient être distinctes. Cette Europe différenciée, elle doit reposer sur le socle de la zone euro, qui est un formidable levier politique, tout en gardant l'union de tous, comme un espace de liberté, de démocratie, de solidarité, car finalement nous n'avons pas forcément le choix, où nous sommes capables de redonner un élan au projet européen, où l'érosion, comme je le disais tout à l'heure, gagnera. Mais cette Europe différenciée, à deux vitesses en quelque sorte, ça ne peut néanmoins pas être une Europe à la carte. On ne peut pas admettre que les pays dans les 28 soient finalement intéressés uniquement par où ils ont un intérêt particulier. On vient prendre, picorer en quelque sorte, tel ou tel projet de l'Union européenne et ne pas se sentir concerné par le projet global. Donc nous sommes très très vigilants pour dire oui à une Europe différenciée entre les pays de la zone euro qui veulent faire plus qu'ils le font aujourd'hui et le reste de l'Europe, mais on ne veut pas 28 États qui viennent choisir ce qui les intéresse. Non, quand vous faites partie d'un projet politique, on prend tout, y compris ponctuellement ce qui ne nous intéresse pas. Mais on avance ensemble à 28 en admettant que la zone euro puisse avoir en quelque sorte des politiques spécifiques. C'est pour cela que la France, elle plaide depuis plusieurs mois pour avoir sur la zone euro un gouvernement à temps plein, une présidence à temps plein, là aussi, avec, pourquoi pas, à terme, une capacité financière pour la zone euro, une capacité budgétaire, donc avec des outils qui restent à construire, permettant à la zone euro d'avoir des moyens pour faire plus, pour lever, par exemple, des emprunts, si nous estimons que c'est nécessaire. Faire plus que nous le faisons aujourd'hui. En contrepartie, évidemment, il faut que la dimension démocratique sur la zone euro existe aujourd'hui d'une façon plus prégnante, plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons demandé au Parlement européen de réfléchir à sa réorganisation des travaux en son sein pour voir quel serait le pendant de ce gouvernement de la zone euro dans le Parlement européen. Est-ce qu'il faut, par exemple, une commission de la zone euro? Mais ça, c'est à Martin Schulz, président du Parlement européen, d'y réfléchir. Ça n'est pas au gouvernement de dire ce qu'il serait bon de faire. Et puis, en parallèle aussi, considérons qu'il y a un maillon faible des discussions avec celles et ceux qui représentent l'Europe, c'est-à-dire avec la Confédération européenne des syndicats. Il faut aussi qu'il y ait, entre la zone euro et la Confédération européenne des syndicats, plus de dialogue qu'il n'y en a, pour que nous puissions avoir des discussions préalables aux grandes décisions avec les représentants des salariés, mais aussi des employeurs. Voilà, penser l'Europe de demain, c'est admettre finalement qu'il puisse y avoir des envies d'Europe différents, avec une Europe différenciée, peut-être à deux vitesses, mais pas plus. Pas d'Europe, en tout cas, à la carte. Et dans cet axe qui vise avant tout à remettre la croissance et l'emploi au cœur de la construction européenne, l'axe Paris-Rome est un axe très important pour porter ensemble ces priorités. On doit donc avoir une approche inclusive avec l'ensemble de nos partenaires, respecter tous les pays, quels qu'ils soient, quelle qu'en soit la taille. Ça n'a pas toujours été le cas par le passé. Et je le dis de la part d'un État, la France, dont on la soupçonne de temps en temps, de privilégier un axe Paris-Berlin. Bon, l'histoire ne se refait pas. C'est la guerre qui a conduit à construire l'Europe. Et
cette confrontation entre les deux grands pays, la France et l'Allemagne, ça a été un des déclics, et ça reste aujourd'hui dans l'esprit des gens comme la volonté de se dépasser, de mettre en commun son avenir. Mais me déplaçant toutes les semaines en Europe pour aller convaincre des ministres, des gouvernements sur tel ou tel dossier. Alors le ministre des Affaires européennes, il a cet intérêt de toucher à la fois à l'exception culturelle européenne, au rejet de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, à la politique agricole commune, aux organismes génétiquement modifiés. Donc ça, c'est le travail du ministre des Affaires européennes. Mais quand je me déplace, je serai à Prague par exemple jeudi, il y a un moment dans la journée, on me dit mais sur tel ou tel dossier, est-ce que vous avez une approche concertée avec l'Allemagne? Donc y compris dans les pays autres que la France et l'Allemagne, on est très soucieux que le couple franco-allemand ait trouvé les bases d'un accord entre eux pour avoir une discussion plus sereine à 28. Mais on doit faire très très attention d'avoir une approche inclusive, c'est-à-dire que tous les pays se sentent concernés par la prise de décision et de sentir qu'ils sont respectés pour ce qu'ils sont et qu'ils apportent eux-mêmes leur propre analyse qui est intéressante pour la construction européenne. Et donc on doit avoir cette approche du fonctionnement de l'Europe dans son ensemble, et ce sont des discussions que nous avons d'une façon plus marquée à l'égard effectivement des échéances, notamment du mois de mai prochain. Voilà, on aura dans les mois qui viennent apporté de nouvelles initiatives à l'échelle de l'Union européenne sur des sujets qui sont des sujets d'avenir. Je vous en donne 3, notamment pour mémoire. La transition énergétique, c'est un vrai dossier de demain qui peut aussi contribuer à redonner du rêve européen. Ce sera d'ailleurs à l'ordre du jour du Conseil le 20 et 21 mars prochain à Bruxelles. Je crois que c'est une ardente obligation parce que ce dossier recouvre à la fois des éléments de compétitivité de l'économie européenne. C'est aussi une question d'indépendance énergétique très très forte. Et vous voyez d'ailleurs que sur la scène internationale, cette dimension de la liberté, de la souveraineté énergétique, elle recouvre aussi des problèmes de souveraineté géostratégique. En Italie, c'est aussi une question, l'indépendance énergétique. Parce que si vous n'avez pas cette indépendance, vous êtes dépendant, y compris d'autres décisions. Et donc pour cela, nous allons voir comment nous allons mettre des moyens ensemble pour qu'il n'y ait plus d'îlots énergétiques au sein des 28, notamment à travers des réseaux qui restent à créer entre nous. Et il y a aussi derrière la question énergétique une question de politique industrielle fondamentale pour s'assurer que d'anciens secteurs, anciens entre guillemets, industriels en Europe perdurent, notamment en analysant la dépendance de ces grands secteurs à l'égard d'une énergie qui reste financièrement attractive. Ça, c'est le premier sujet, la transition énergétique. Il y a la politique aussi de défense et de sécurité commune. On le voit, et la France est bien placée pour le voir, par exemple au Mali ou en République centrafricaine. L'Europe doit assumer ses responsabilités sur la scène internationale. Nous avons défini en décembre dernier un calendrier pour construire et approfondir une politique de sécurité et de défense commune à l'échelle de l'Union européenne. Et l'Italie, d'ailleurs, en a fait une de ses priorités. Sous sa présidence dans le second semestre, il y aura sans doute des avancées, en tout cas nous le souhaitons, et nous sommes à côté de l'Italie, sur la sécurité maritime, par exemple, sur l'émergence d'une politique de migration à l'échelle de l'Union européenne. Troisième priorité, c'est la convergence économique et sociale, avec la poursuite de l'intégration de la zone euro, mais là je vous en ai suffisamment parlé, avec une gouvernance renforcée et une capacité financière pour l'Union européenne. Voilà quelques-uns des chantiers qui sont devant nous. Bon, ce n'est pas des chantiers que la grande presse généraliste a de la facilité à capter. Premièrement parce que les journalistes, globalement à l'échelle de l'Europe, sont totalement ignorants de la question européenne. Alors je ne sais pas s'il y en a dans la salle, il faut que je fasse attention. Les journalistes, non? Pas de journalistes ici. Bon, pour même vous dire, ils bénéficient d'une solide inexpérience
Alors, sauf quelques-uns qui se sont spécialisés, mais il faut leur faire de la pédagogie pour qu'ils comprennent, y compris que ce qui se passe à Bruxelles est essentiel pour leur pays respectif. Mais je me devais de le dire, vous dire un petit peu quels étaient les chantiers qui sont devant nous. On a besoin aussi beaucoup échanger avec la génération qui est la vôtre, parce que si l'Europe, elle était évidente pour les gens de ma génération, elle l'est peut-être moins pour la vôtre, ce qui est assez paradoxal, car vous êtes totalement citoyen européen, que l'année 2014 aussi, c'est une année de souvenirs de la Première Grande Guerre, de la libération de la Seconde Guerre mondiale, d'idées qui visaient national-socialisme, hein, du fascisme. Il faut le rappeler, c'est l'un des rares continents qui n'a pas eu de guerre au cours des dernières décennies, et ça, au moins, on le doit à l'Union européenne. Et je finirai par ces images des manifestants, effectivement, en Ukraine, qui ont une aspiration d'Europe. Mais je peux vous dire aussi que l'une des plus grandes émotions, moi, que j'ai vécues au cours des derniers mois, c'est quand nous avons aussi pu trouver des modalités d'accord politique entre le Kosovo et la Serbie, qui n'est pas très loin d'ici, de deux pays qui se sont entre-déchirés il y a 20 ans, dans une guerre fratricide, culturelle, avec des familles qui sont encore très marquées par ce conflit, qui ont elles-mêmes du mal à se dire qu'elles sont capables de travailler ou qu'elles ont un avenir commun avec les gens qui sont de l'autre côté de la frontière, entre deux pays qui n'ont pas encore de ligne aérienne officielle entre Pristina et Zagreb, eh bien, Belgrade, excusez-moi, et ces deux pays ne se parlaient pas et n'ont accepté de ne se parler que parce qu'elles avaient la perspective européenne. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et c'est parce qu'il y avait effectivement un drapeau européen que ces chefs d'État et de gouvernement ont accepté de se parler, parce que devant eux, il y a un avenir européen. Et je pourrais vous multiplier les exemples avec la Moldavie, avec la Géorgie, avec qui nous allons signer un accord d'association cet été, au plus tard au mois d'août, avec ces pays qui frappent à l'Union, aux portes de l'Union, dont vous en connaissez bien certains, vous êtes encore plus proches que la France ne l'est, la Turquie, l'Albanie et d'autres. Eh bien, c'est votre génération qui aura à gérer ces avancées, ces évolutions de l'Union européenne, pour ne pas dire que le projet européen il est fini. Non, il se construit et chaque génération a sa part dans la construction pour donner un avenir encore plus large que ce que nous avons fait nous-mêmes. Voilà quelques éléments dont je souhaitais que nous puissions, à l'occasion de mon passage, partager librement, en vous redisant, mais c'est une évidence, que le couple aussi entre l'Italie et la France peut aider à faire avancer positivement l'Europe, notamment vers une Europe d'une plus grande solidarité qu'elle n'a été peut-être le cas au cours des 10 dernières années. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Il y a beaucoup à discuter dans votre exposition. Je m'excuse d'abord pour mon français qui n'est pas très bon, mais je suis ici en tant que directeur du Master in European Studies à la Louis, et le titre du Master dit que le Master c'est en anglais. Ça c'est la raison pourquoi j'ai un conflit interne dans mon cerveau entre les deux. Bon, je pense qu'il y a vraiment beaucoup à demander au ministre, il y a beaucoup à commenter, et j'ouvre la discussion. Bien sûr, j'ai quelque chose à demander, mais je pense que le retour aussi, mais d'abord, nous voudrions écouter les étudiants. La plus bas, la plus difficile. Voilà. Je voulais demander comment est-ce que la France et au niveau européen, vous pensez de procéder dans l'intégration de la politique étrangère européenne.
Parce qu'on a vu maintenant, au niveau avec le problème de l'Ukraine, que le pays européen continue à avoir des différentes positions liées aux différents intérêts qu'ils ont. Parce que par exemple, on a vu la France et le Royaume-Uni qui ont une position très forte et marquée, alors que l'Allemagne et l'Italie ont une position plus neutrale à cause de l'Union et de la dépendance énergétique que l'Italie a et l'Allemagne aussi a avec la Russie. Donc, est-ce que ce problème peut être obstacle de la procédure et du procès européen en futur? Nous allons peut-être question ensemble. Ah, scusa, excusez-moi. Bonjour, monsieur le ministre. Attendez un instant, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur le Ministre. Je suis Enzo Carpino, deuxième année sciences politiques. Ma question est sur la Crimée. Quelle proposition avez-vous faites à la Russie pour résoudre la question ukrainienne? Je parle de la proposition de Kerry et de Fabius, les ministres des Affaires étrangères français. Merci. Bonjour, j'ai deux questions. Donc, vous avez parlé de la nécessité d'une défense commune. Donc, après l'échec de l'EDC, European Defense Community, en 1954, pensez-vous que la France soit maintenant prête à poser les bases d'une politique de défense commune? Donc, la proposition d'une nouvelle EDC serait faisable. Et après, sur les priorités de différenciation, comment pensez-vous différencier l'Europe? Parce que est-ce que les principes de subsidiarité peuvent permettre cette différenciation sans provoquer une classification un peu paternaliste, je pense, entre deux pays de série A et deux pays de série B? Ça, c'est le football, c'est rien. Non, oui, je ne sais pas de... L'Italie, non? Ouais. Merci. Il y a une autre question et après ça, nous avons un premier tour de réponse. Bonjour Monsieur Repentant, vous en avez parlé comme un objectif pour l'Union européenne en 2014. Dans la Méditerranée, chaque année, meurent beaucoup d'hommes, de femmes et des enfants en essayant de rejoindre la côte de l'Italie. Mais la destination n'est pas l'Italie, c'est l'Europe. Et l'Italie a une position géographique stratégique pour l'immigration qui vient du nord de l'Afrique, mais a été plusieurs fois abandonnée par l'Europe face aux crises qui ne sont pas politiques mais humanitaires. Et donc, quelle politique commune imaginez-vous pour faire face humainement aux problèmes d'immigration, aux questions de l'immigration qui vient du nord de l'Afrique? Oui, ça suffit. Bien, je vois que vous êtes très intéressé par la dimension internationale de l'Union européenne et sa composante diplomatique en quelque sorte. Il y a d'ailleurs une ou deux questions qui se recoupent dans l'esprit en tout cas. Bon, sur l'évolution de la diplomatie européenne, moi je ne suis pas ici pour défendre la Commission européenne. Hein. Il faudrait que je sois convaincu pour le faire, ce qui n'est pas le cas. Mais je ne veux pas non plus jeter la pierre à la Commission européenne. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que le poste, en quelque sorte, de ministre des Affaires étrangères de la Commission, le haut représentant, est un poste relativement jeune dans l'histoire. Et par ailleurs, tous les pays qui considèrent qu'il faut une diplomatie européenne forte, premièrement, tous les pays ne considéraient pas qu'il en fallait une, et deuxièmement, les pays qui ont une forte tradition de politique étrangère peuvent aussi avoir quelques difficultés à abandonner cette compétence pour en faire une compétence européenne. Ce que je veux vous dire par là, c'est il faut un peu de temps pour une montée en puissance de l'Union européenne en tant que telle dans les négociations internationales. Et qu'on doit avoir d'ailleurs à chaque fois qu'il y a
une négociation internationale, quelle qu'elle soit, qui concerne l'Europe, faire attention à ne pas se substituer ou à interférer dans le leadership dont on dit qu'il est nécessaire pour l'Union européenne. Et moi, je dois dire qu'il y a quand même quelques succès de la diplomatie européenne. J'ai cité tout à l'heure l'exemple du Kosovo et de la Serbie. Ça a été un vrai travail de Cathy Ashton et d'autres commissaires, mais puisqu'elle représente l'Union européenne. Nous avons dans la politique partenariat oriental, par exemple, tout le monde a parlé de l'échec de Vilnius, mais parce qu'on n'a pas trouvé un accord à l'époque avec l'Ukraine. Mais à Vilnius, on a trouvé un accord avec la Moldavie ou la Géorgie, qui sont certes deux plus petits pays, mais qui vont rejoindre, je l'espère, enfin qui ont un avenir européen qui a été acté. Oui, il y a eu l'Iran, effectivement, plus récemment aussi, dans une négociation très très difficile, notamment sur les problèmes de discussion sur le nucléaire. Vous disant cela, c'est pour vous dire qu'il faut un peu de temps, et qu'une diplomatie, elle ne se crée pas comme ça en quelques mois. Et j'ai le sentiment qu'il y a d'ailleurs aujourd'hui peut-être une reconnaissance de la nécessité d'une diplomatie forte de l'Union européenne, plus marquée que ce n'était le cas il y a même 5 ans. Et je veux vous dire que même s'il peut y avoir des différences au sein des 28 à l'égard de tel ou tel problème, moi j'observe qu'il y a un rapprochement néanmoins des analyses. Vous avez cité la question ukrainienne en disant on a senti une France très volontariste, un message très fort avec les Polonais, avec le Royaume-Uni, sur la question ukrainienne, d'une très grande fermeté, peut-être d'une moindre fermeté de la part de l'Allemagne ou de l'Italie, liée à des problèmes économiques ou de géodépendance à l'égard de tel ou tel secteur. Aujourd'hui, il y a une unanimité, et personne ne peut y référence. Il y a une unanimité sur des prises de position de l'Union européenne à l'égard de l'Ukraine, et Mme Mogherini me l'a encore confirmé aujourd'hui, pour condamner avec une très grande fermeté la position de la Russie, pour, ça répond aussi à la question sur la Crimée, indiquer que s'il n'y a pas de désescalade de la part de la Russie, si elle ne revient pas sur une remise en cause de l'intégralité territoriale et politique des seules autorités ukrainiennes que nous devons reconnaître, c'est-à-dire ces autorités qui sont nées du processus de Maïdan, je vais l'appeler comme ça, il y aura des sanctions à l'égard de responsables politiques russes. Il y aura, dans les relations entre l'Union européenne et la Russie, aussi des sanctions très concrètes. Par exemple, les problèmes des visas à l'égard des ressortissants russes, c'est une question qui a d'ores et déjà été posée. La question d'un accord commercial entre l'ensemble de l'Union européenne et de la Russie, qui était en discussion, est aujourd'hui stoppée. Il peut même y avoir, et c'est aussi ce qu'il y a, les propositions à laquelle mademoiselle faisait référence tout à l'heure, sur la Crimée, il pourra y avoir y compris des sanctions individuelles à l'égard de responsables politiques russes, comme nous les avons mis en place d'une façon effective à l'égard de responsables de l'oligarchie ukrainienne dont les avoirs, les comptes bancaires vont être totalement gelés. Donc avec des répercussions, effectivement, qui ne sont pas des répercussions diplomatiques, ce n'est pas du langage diplomatique, ce sont des actes qui ont été posés. Sans doute y a-t-il fallu un moment de dialogue pour faire que l'approche soit totalement la même et faire comprendre nous devions avoir une position de l'Union européenne très ferme à l'égard de la Russie. Pour autant, nous l'avons dit, y compris lorsque Laurent Fabius, Sikorski, le ministre polonais, ou Steinmeier, l'allemand, sont allés négocier l'accord alors que les gens se faisaient tirer dessus à Maïdan, nous devons maintenir les liens du dialogue
parce qu'il n'y aura aucune imposition d'une solution à qui que ce soit. Et ce qui se passe en Ukraine devra être dialogué avec les Russes aussi. Il n'y aura pas un accord qui se fera contre les Russes ou sans les Russes, mais un accord politique avec les Russes. Et on comprend, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, que l'histoire de la Russie fait qu'aujourd'hui, Poutine a à l'égard de l'Ukraine un intérêt que l'histoire explique. Ceci étant, nous le disons, le seul pouvoir ukrainien qui doit être entendu, c'est le pouvoir qui est né d'un accord signé le 20 février, je crois, qui est un accord qui a été signé le 21 au matin, à 6h45, entre le président, M. Yanukovych, qui avait été le président élu par le peuple, ratifié, parce que les choses ont été un peu complexes, dans la nuit par la Rada, c'est-à-dire le Parlement, et les trois forces d'opposition qui manifestaient. C'est un accord politique. Et maintenant, nous demandons à ce qu'il soit totalement, simplement, si je puis dire, appliqué. Donc, une position d'une très grande fermeté, d'accompagnement de l'Ukraine, et nous sommes aussi là d'accord à 28 pour accompagner, y compris financièrement, l'Ukraine, dont nous savons les uns et les autres qu'elle a des échéances internationales financières qu'elle doit respecter. Elle ne peut pas le faire sans une solidarité européenne. Donc l'Europe a mis une grosse dizaine de milliards d'euros sur la table, et j'espère que nous signerons aussi dans les jours qui viennent, peut-être, enfin, cet accord d'association que nous pouvons désormais signer. Et on nous disait à l'époque, mais pourquoi ne l'avez-vous pas signé? Parce que les conditions politiques n'étaient pas réunies. Moi, j'ai participé au Conseil des ministres sur le partenariat oriental, et notamment sur la question ukrainienne. Et nous étions d'accord pour signer, comme nous le sommes aujourd'hui, sous réserve que le pouvoir en place accepte un certain nombre de réformes. Quelles étaient ces demandes? C'était essentiellement 3 réformes. Une réforme assurant qu'il y avait des évolutions sur les lois électorales en Ukraine, qu'il y avait la liberté de la presse, et qu'il y avait la fin d'une justice à 2 vitesses. Et que, pour des raisons humanitaires, et rien d'autre, pour des raisons humanitaires, Madame Tymoshenko, qui était un symbole politique, puisse être libérée pour qu'elle aille se faire soigner en Allemagne. Bon, le constat à l'époque, c'était que les gouvernements en place ne le souhaitaient pas. On n'allait pas signer un accord avec un pays qui refusait les valeurs de l'Union européenne. On est d'accord pour accompagner l'économie de ce pays. On est d'accord pour accompagner une évolution politique, sous réserve que nous sentions que, et ça vaut pour la Moldavie, ça vaut pour la Géorgie, ça vaut pour l'Albanie, qu'il y ait une aspiration à porter les valeurs de l'Union européenne. Ce n'était pas le cas, c'est désormais le cas, donc on peut effectivement signer un accord dans les mois, dans les semaines qui viennent, peut-être même avant le 25 mai. Il y a une prise de conscience et il y a une plus grande convergence des analyses, et l'Italie, l'Allemagne, la France, aujourd'hui s'expriment à travers un texte qui est le même texte, et donc il y a unanimité. Il a fallu un petit peu de temps. Il y a aujourd'hui aussi unanimité pour considérer, je l'avais d'ailleurs cité, que la politique de sécurité et de défense commune était une politique qui avait sans doute été négligée, en tout cas qui n'avait pas été portée avec une force sur la scène européenne. Elle l'est aujourd'hui à travers des conclusions qui ont été prises à l'occasion du dernier Conseil, et vous pouvez regarder les choses de près, du 19 et 20 décembre dernier, où les chefs d'État et de gouvernement ont considéré que sous 18 mois, à partir du mois de décembre, avec des rendez-vous précis, datés, et des objectifs précis qui ont été déclinés ce jour-là, nous devions avoir une politique de sécurité et de défense commune plus forte, qui intéresse beaucoup plus de pays. Premièrement, parce que je crois qu'il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons géostratégiques pour que l'Europe, effectivement, elle fasse face à des responsabilités sur lesquelles elle n'a pas été présente. Intervenir, par exemple, en Afrique, c'est assurer la sécurité de l'Europe. Parce que c'est quand on intervient dans un pays où on pense qu'il va être une base de terrorisme, c'est la sécurité de l'Europe qui est en jeu. Quand on intervient dans un autre pays, parce qu'en Afrique aussi, il est le lieu de passage
de l'approvisionnement de l'Europe en cocaïne, 70% de la cocaïne passe par l'Afrique aujourd'hui, c'est aussi la sécurité des Européens qui est en jeu. Donc on a besoin d'être plus solidaires. Et puis, je vais vous dire aussi, quand on est politique, on essaye d'être pragmatique. Et il y a aussi des questions budgétaires qui rentrent en jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup de pays en Europe qui peuvent assumer sur leurs seules ressources budgétaires une armée, une puissance militaire, une capacité à intervenir à l'extérieur. Et nous l'avons vu, nous, sur le Mali. S'il n'y avait pas une solidarité d'un certain nombre de pays de l'Union européenne, nous n'aurions pas pu être aussi effectifs que nous l'avons vu. Certains pays mettant à disposition des avions de transport, des avions ravitailleurs, mettant à notre disposition des drones de surveillance, de la surveillance satellitaire, des bateaux, des moyens mobiles au sol. Très peu de pays de l'Union européenne aujourd'hui peuvent avoir une capacité d'intervention militaire. Eh bien, on se dit qu'il faut peut-être les mettre ces moyens ensemble, en communauté, y compris d'imaginer que des matériels désormais soient achetés à plusieurs. Des matériels qu'on utilise très rarement mais qui coûtent très cher, qui nécessitent beaucoup de recherche et de développement, on les met ensemble dans une sorte de coopérative d'utilisation des moyens militaires. C'est ce qui va se passer avec, par exemple, l'achat d'un certain nombre d'Airbus A400M entre les pays du Benelux, par exemple, qui vont en acheter à plusieurs. Nous voulons avoir des drones de surveillance. Les programmes de recherche sont d'une telle ampleur que nous ne saurons plus les assumer à titre national. Donc on va avoir un programme de drones, effectivement, européen de surveillance. Des problèmes de surveillance satellitaire seront désormais portés à plusieurs. L'armement de demain, qui nécessite aussi beaucoup de moyens de recherche, une partie de cet armement sera décidée à l'échelle européenne. Et puis aussi, donc c'est une raison pragmatique, il y a une autre raison pragmatique, c'est qu'on voit bien aussi que, je le dis dans un pays qui est très tourné ici vers l'OTAN, plus que la France, on voit aussi que nos amis américains ont des priorités aujourd'hui géographiques qui ne sont plus les mêmes. Et donc il faut tenir compte aussi du fait que peut-être les États-Unis sont moins intéressés qu'ils ne l'étaient par certains sujets qui nous intéressent directement. Donc il faut bien aussi qu'on évolue nous-mêmes pour tenir compte de ces priorités de grands partenaires qui ne sont plus les priorités aujourd'hui qu'elles étaient hier. Voilà, donc vous verrez au cours des 18 prochains mois des sommets des ministres de la Défense ou des Affaires étrangères qui traiteront spécifiquement de la question de la politique de sécurité et de défense commune. Il y a eu un conseil des ministres, par exemple, en janvier, le 20 janvier, qui a décidé qu'allaient être revus les mécanismes de financement des interventions militaires pour aider des pays qui interviennent seuls pour le compte et l'intérêt de l'Europe. Donc c'est un mécanisme, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais qui s'appelle Athéna. Le mécanisme Athéna va être revu pour faciliter le fait que l'Europe intervient financièrement pour aider tel ou tel pays à envoyer des hommes au sol, notamment en Afrique, mais pas exclusivement en Afrique. Il y aura au mois de juin un sommet très très important, sous présidence grecque, sur lequel les Italiens sont très très intéressés, qui est la définition aussi des politiques des migrations. Ça répond aussi à une question que vous avez posée sur la Méditerranée. Quelle politique de migration sommes-nous capables de mettre en œuvre ? Il y aura aussi un sommet sur la sécurité maritime, et pas exclusivement d'ailleurs en Méditerranée, mais sommes-nous capables, pour se dire sur telle ou telle partie du monde, nous intervenons avec les moyens maritimes de nos armées, je pense au golfe de Guinée, parce que nous avons un intérêt à sécuriser cette partie du monde pour la sécurité de l'Union européenne. La question des drones aussi fera l'objet d'un sommet. Bref, les choses se construisent peu à peu. Et sur la question de la Méditerranée, indépendamment des questions de sécurité, je vous confirme aujourd'hui qu'il y a, notamment dans la perspective du mois de juin, beaucoup d'échanges des pays de l'Union européenne pour cette question des migrations forcées, qui ne sont pas des migrations voulues, avec plusieurs axes de mise en commun de moyens pour renforcer notamment les moyens de surveillance à travers le système de Frontex, c'est-à-dire comment de plus de moyens pour qu'il y ait de la sécurité, fait d'aller le plus proche possible des côtes des pays du Maghreb, parce que plus vous faites la sécurité à proximité des côtes, moins vous avez ensuite d'accidents, hélas,
que la Méditerranée ne devienne pas un cimetière à ciel ouvert, pour aussi avoir une politique de solidarité et de prévention plus marquée dans les pays d'où viennent l'immigration, car c'est moins coûteux que de les aider effectivement à se développer sur place, ou à faire que ces personnes qui ont un exode obligatoire puissent avoir des raisons de ne pas se lancer dans des embarcations qui ne les mènera quelquefois pas, même pas à Lampedusa, parce qu'ils auront disparu avant. Donc une politique plus marquée dans ces pays de l'immigration pour un accompagnement, y compris budgétaire, de l'Union européenne plus marqué qu'aujourd'hui. Mais tout ça se construit, rien n'est facile, parce que la notion de solidarité d'un pays à l'autre, elle a une définition qui quelquefois n'est pas exactement la même. On peut dire ça comme ça. Il y a autre question. Il y a une autre question là. Bonjour, Monsieur le Ministre, bienvenue à vous. Je m'appelle Marc Hoffman et je suis un étudiant en sciences politiques. Ma question est la suivante. Concernant l'immigration en Europe, serait-il possible, selon vous, d'envisager un quota d'immigrants par rapport à la population d'un pays? C'est-à-dire, est-ce possible d'accepter un nombre d'étrangers selon le nombre d'habitants? Bonjour monsieur. Face aux intérêts en hausse des électeurs et face à des médias qui confortent l'impression que l'actualité n'existe que dans le cadre de l'espace public national, comment d'après vous mobiliser concrètement l'électorat européen? Ça, c'était une des questions que je voulais poser aussi. Vous êtes aussi un homme de parti, pas seulement un ministre. Et il y a eu une réunion du Parti socialiste européen à Rome il y a quelques jours. Et comment allez-vous travailler en tant que socialiste européenne pour les élections pour empêcher que finalement le seul réseau européen politique, c'était le réseau des anti-européennes, qui en tant que contre-démocrates, ça c'est plus facile d'organiser un réseau contre qu'un réseau pour quelque chose. Bonjour ministre, Bonjour ministre, je m'appelle Eugenio. Je vous voulais poser une question qui ne regarde pas l'actualité, mais qui est un peu plus théorique. Est-ce que c'est possible, peut-être une possibilité, de transformer l'Union européenne dans une fédération européenne? Parce que ça peut nous permettre de devenir la première puissance au niveau mondial. Mais je peux imaginer la réponse de la France, parce que la France était nationaliste, et on ne peut pas se mélanger avec les autres Européens. Merci. Bonjour, je m'appelle Francesco. Ma question est sur l'environnement. On a une crise, une émergence environnementale, et donc je me demande si notre classe politique européenne nous donnera un héritage d'environnement sustainable, durable, donc dans la qualité des politiques de la durabilité, et si nous pourrons
continuer sur un élan que cette classe politique va nous donner. Parce que vraiment, je crois que c'est un point que maintenant n'est pas principal dans l'agenda des gouvernements européens. Et donc, je crois que comme classe de jeunesse italienne, mais jeunesse européenne, peut-être nous aimerions bien entendre quelque chose de plus fort dans l'environnement, parce que ce sera, je crois, vraiment le point dans le futur de notre Europe. Merci. Ça suffit? Bien, merci pour cette deuxième série de questions. Je vais devoir répondre plus rapidement puisque monsieur l'ambassadeur me dit que je devrais partir. Hélas, c'est moins drôle les autres rendez-vous que j'ai, hein. C'est moins libre. Hein, bon, prochaine fois vous m'en ferez plus des comme cela. Quotas, moi je suis pas qui a posé la question sur les quotas. Je suis pas très favorable à l'établissement de quotas en tant que tel. Nous le condamnons d'ailleurs chez nos amis suisses. Vous en avez conscience. Donc, nous n'allons pas reproduire ce que nous condamnons à travers la votation qu'il y a eu il y a quelques semaines en Suisse. Néanmoins, ça n'exclut pas qu'il puisse y avoir une définition, en quelque sorte, de règles du jeu commune. Et je vous le répète, il faudra regarder de près le Conseil du mois de juin, puisque c'est les lignes directrices d'une politique de migration seront définies à cette occasion, mais pas forcément sur une base de quotas. Sur la question de la mobilisation de l'électorat, mais d'abord, je vais parler de l'Union européenne comme première puissance mondiale, et donc une Europe fédéraliste. Bon, je regrette la vision de la France que vous avez, nationaliste. Je vois que j'ai du travail à faire, pas tout seul d'ailleurs. Non, la France, elle n'est pas nationaliste. Hein. Elle est quand même l'un des moteurs de la construction de l'Union européenne. Mais il faut aussi tenir compte aussi de l'opinion publique. Je ne suis pas sûr aujourd'hui, si on fait un sondage ou un référendum, ce qui serait pire, dans les États, nous ayons une grande majorité d'Européens qui veulent une Europe fédérale. Je pense qu'il faut être plus subtil, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire utiliser toute la marge que permet les traités de fonctionnement de l'Union européenne pour avoir des politiques européennes plus intégrées qu'elles ne le sont, y compris dans des domaines nouveaux où il y a beaucoup de marge, comme la politique de sécurité et de défense commune, sur la politique environnementale, j'y reviendrai, pour faire que chaque année qui passe, nous ayons effectivement plus de règles européennes, plus de textes de législation européenne. Et soit dit en passant, quand vous votez au Parlement, à l'Assemblée nationale, à Rome, un certain nombre de lois, aujourd'hui, 65 à 70% des textes de loi ne sont pas nés exclusivement de l'intelligence du personnel politique italien, mais d'une dimension et d'une impulsion européenne. C'est vrai en France aussi. Mais on l'ignore. C'est-à-dire l'impulsion européenne sur des textes nationaux est beaucoup plus importante qu'on ne le pense. Et pourquoi? Parce qu'on ne le dit pas quand on est ministre italien ou ministre français. On présente à l'opinion publique une ambition nationale sur tel ou tel sujet, dont moi je peux vous assurer qu'elle est une ambition et qu'elle est une impulsion d'ores et déjà européenne. Par ailleurs, une Europe fédéraliste, ça nécessiterait aussi qu'on se remette à une révision des traités. Franchement, évitons. Car il est fort à parier que si nous ouvrions aujourd'hui une discussion sur la réforme des traités dans une vision qui est la vôtre, je crois, plus fédéraliste, et je peux la partager, j'ai l'intime conviction que nous nous retrouverions à l'issue des dialogues avec moins d'Europe que plus d'Europe. Parce que certains pays en profiteraient pour dire revenons à un principe de subsidiarité plus marqué, moins de compétences à l'échelle de l'Union européenne, et on le voit bien, notamment dans un certain nombre de pays anglo-saxons aujourd'hui, y compris avec des questions de référendum en 2017, on fait comprendre à nos concitoyens qu'il y a trop d'Europe. Donc hélas, il faut avancer d'une façon plus subtile, c'est-à-dire aller vers plus d'Europe, plus d'intégration, sans forcément ouvrir
ce débat et imaginer que nous ayons une réforme des traités. Et j'ai cru comprendre de mes récentes conversations avec le nouveau gouvernement italien qu'il y avait une certaine sagesse à l'égard de ce dossier. Mais nous pouvons néanmoins, même sans être dans un système fédéraliste, conforter la place de l'Europe vers, pourquoi pas, la première puissance mondiale. C'est néanmoins possible. On va avoir, par exemple, des discussions avec nos amis américains sur un traité de libre-échange économique entre l'Union européenne et les USA. On peut, à travers ce travail qui va prendre sans doute plusieurs années de négociation, conforter effectivement le leadership économique de l'Union européenne. Parce que lorsque nous aurons trouvé un accord avec les USA sur les normes en matière économique, les USA et l'Europe faisant à peu près 40% des échanges internationaux, on voit qu'il y a de grandes chances ensuite pour que ces normes soient des normes que nous puissions proposer, pour ne pas dire imposer, à d'autres parties du monde dans les échanges internationaux. Donc c'est pas parce qu'on est dans un système qui n'est pas fédéral qu'on ne peut néanmoins pas avancer pour continuer à imposer la puissance de l'Union européenne. Ce qui me permet de faire le lien avec la question sur l'environnement, parce que, y compris dans ces grands échanges, y compris à vocation commerciale, on peut aussi avoir le souci d'une économie durable, soutenable, pour faire une traduction, une mauvaise traduction de l'anglais. Parce que c'est par exemple une crainte qu'ont beaucoup de partis proches des Verts de perdre dans ces grands échanges commerciaux internationaux un souci de protection de l'environnement, des choix de société. C'est-à-dire que nous avons exclu du mandat de négociation que les États ont donné à la Commission européenne vis-à-vis des États-Unis, nous avons exclu d'ouvrir toute négociation qui a trait, par exemple, aux organismes génétiquement modifiés, à la décontamination chimique des viandes, au poulet déchloré, enfin... Bref, tout un tas de choses que les Américains sont prêts à manger, mais que nous ne voulons pas avoir dans nos assiettes. Derrière, il y a des grandes questions environnementales derrière ces sujets-là. Et nous serons très vigilants que les négociations qui s'ouvrent respectent strictement ces trois lignes rouges de l'exception culturelle, parce que la culture, c'est pas une marchandise comme les autres, qui a notamment derrière la protection des individus, parce que quand on dit la culture, c'est aussi tout ce qui est les réseaux sociaux, les échanges d'informations, et que les données personnelles, aujourd'hui, c'est une valeur marchande. Nous, on ne veut pas libéraliser ces échanges sur l'exception culturelle ou les choix de société qui touchent à des questions environnementales. J'approfondis en vous disant, cher monsieur, que Francesco, c'est ça, le 20 et le 21 mars de cette année, il y a le dernier... Oui, ça doit être le dernier sommet, les chefs d'État et de gouvernement, le dernier conseil. Et la deuxième journée du 21 mars sera strictement réservée à la question du changement climatique. Avec, je l'espère, un accord, nous sommes en train de le négocier, pour avoir des objectifs en termes de limitation des rejets de gaz à effet de serre, CO2, à 40% en 2030, donc moins 40% de rejets dans l'atmosphère, et une part incompressible de consommation sur des énergies renouvelables. 30%, 27 à 30% du mix énergétique en 2020 devront être issus d'énergies renouvelables. Ça veut dire qu'à travers ces deux objectifs, cela obligera la Commission et tous les États à revoir, y compris les process de production des entreprises dans les 28. Parce que pour rejeter moins dans l'atmosphère, vous êtes obligé de changer les processus effectivement de production des entreprises, des biens et des services. Et donc la Commission aura un mandat pour dire comment j'accompagne la reconversion de tel ou tel secteur pour tenir compte effectivement de l'objectif qui est celui de la limitation du réchauffement climatique. Et c'est très important que nous puissions trouver un accord le 21 mars. Pourquoi ? Parce qu'en 2015, l'Europe, à travers la France, va accueillir la conférence mondiale environnementale.
Et si nous ratons cette échéance du 21 mars sur ces objectifs, en dehors d'un sommet des Nations Unies en septembre, il n'y a plus de rendez-vous qui peut nous servir de base pour travailler pendant un an pour qu'en 2015, il y ait effectivement des décisions contraignantes qui soient prises à l'échelle de la planète, cette fois-ci, et pas exclusivement à l'échelle de l'Union européenne. Mais je peux vous assurer qu'il faut un sacré volontarisme, parce que forcément, ça remet en cause une partie de l'économie. En tout cas, ça l'oblige à produire différemment, à ne plus s'engager dans des errements du passé qui font qu'il y a une agression à l'égard de la planète. Donc j'espère effectivement que dans le bilan des politiques aujourd'hui de l'Union européenne, on laissera à la génération qui vient une base de travail qui permettra effectivement un plus grand respect. Et c'est finalement peut-être une des thématiques qui permet de répondre aussi à la question de savoir comment on peut mobiliser l'électorat. Parce qu'il faut donner aussi du sens concret à ce que peut faire l'Europe et qu'elle n'a peut-être pas fait par le passé. Trouver des sujets pour lesquels les gens comprennent que la solution, elle n'est plus nationale, mais elle est européenne. La question climatique, par exemple, ne peut plus être traitée à l'échelle nationale. C'est fini. Il faut des objectifs contraignants, incitatifs, des accompagnements financiers, y compris, qui viennent d'une autre dimension qui est la dimension européenne. La politique de sécurité et de défense commune, c'est aussi parler à nos concitoyens en disant que là aussi, nous devons construire ensemble des politiques qui ne sont plus nationales. J'ai écrit avec mon homologue allemand un édito qui est paru, je crois, la semaine dernière dans Il Sole et 24 Ore sur la dimension sociale de l'Union européenne, pour dire que la question du salaire minimal devait être posée partout, y compris dans des pays où il n'y en a pas, parce que c'était aussi assurer une progression pour la génération qui arrive sur des règles où il y a moins de concurrence d'un État à l'autre. Il peut y avoir aussi des protections sociales qui peuvent être posées à l'échelle de l'Union européenne. Nous souhaitons, par exemple, que dans les sommets ECOFIN, à terme, il n'y ait pas exclusivement que les ministres des Affaires financières ou budgétaires, mais qu'il y ait, par exemple, le ministre du Travail, le ministre des Affaires sociales, le ministre de l'Enseignement supérieur. Et c'est pour cela que la France a demandé le 30 mai dernier à ce qu'il y ait des indicateurs sociaux qui soient, non pas qui conditionnent, mais qui soient pris en compte dans les orientations économiques que demande l'Union, la Commission européenne, à l'égard des États membres. Parce que nous ne partons pas tous sur la même ligne de départ en matière de chômage, en matière de précarité, en matière d'échec dans l'enseignement. Et qu'on doit en tenir compte lorsqu'on demande à un pays de faire tel ou tel effort en matière d'équilibre budgétaire. Oui, il faut le faire. Mais on ne peut pas le faire d'une façon indifférente, alors même que les États partent avec des critères sociaux qui ne sont pas les mêmes. Ça, c'est quelque chose qui peut aussi intéresser et faire un tilt dans l'esprit des gens en disant « mais c'est vrai, c'est aussi à l'occasion du 25 mai que nous pouvons faire ces choix ». Et puis, vous m'avez dit « je suis engagé politiquement ». Oui. La seule difficulté que j'ai, c'est que lorsque vous êtes membre du gouvernement, vous ne pouvez plus faire campagne en France. C'est au parti de faire campagne sur un projet politique. Ça va être plus simple pour les partis. Parce que le fait que pour la première fois, les grandes formations politiques désignent, dans le respect du traité de Lisbonne, un leader sur un programme dans toute l'Europe, va faciliter aussi la compréhension de nos concitoyens sur les différents choix, les différentes visions européennes que portent les sociodémocrates, que portent les conservateurs, qu'en portent les libéraux. Et l'important, c'est d'imposer ce débat-là. Quelle Europe voulez-vous? Voulez-vous une Europe conservatrice? Voulez-vous une Europe libérale? Voulez-vous une Europe progressiste? Parce que si on arrive à imposer ce débat dans les semaines qui viennent, on chante, on expurge celles et ceux qui veulent plus d'Europe, qui n'en veulent plus, qui veulent la combattre. Et c'est ça tout le challenge que nous avons dans les semaines qui viennent, à imposer le débat entre celles et ceux qui veulent une Europe différente, mais celles qui veulent plus d'Europe. Parce qu'il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas d'alternative. Alors moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je passe une journée par semaine, en province, en France, pour aller expliquer à nos concitoyens ce qu'est l'Europe dans leur vie quotidienne. Et je peux vous assurer que nos concitoyens, contrairement à ce que les journalistes disent, ils ne sont pas europhobes, eurosceptiques, excusez-moi. Ils sont euro-ignorants.
Ils ne connaissent pas la dimension européenne. Ils ne savent pas que l'Europe, elle est dans leur vie quotidienne parce que personne ne leur en parle. Elle est dans les responsables. Il y a les responsables politiques nationaux partout. Parce que quand on fait une réalisation dans une ville, dans une région, on ne dit pas que c'est l'Europe qui l'a permis. Ça, il doit y avoir un mea culpa des classes politiques nationales. Alors même, je le dis, que mes collègues du gouvernement ne peuvent plus assumer leurs responsabilités nationales sans l'accompagnement de l'Europe. Et je me rends compte que lorsque je discute très concrètement de l'Europe au quotidien, j'ai devant moi des gens qui sont interrogatifs et qui à la fin sont très enthousiastes. Et c'est vrai avec la presse quotidienne en région, et moi j'ai une excellente couverture de presse, très positive, parce que je parle de l'Europe qui est compréhensible par nos concitoyens et qu'ils se rendent compte, les journalistes, que je parle d'une Europe qui fait que ça intéresse les gens. Donc je ne suis pas sur les tribunes politiques. Quand Martin Schulz viendra, je serai au premier rang dans la salle, mais il faut faire une scission entre mon rôle institutionnel, mais je peux aussi populariser l'Europe sur le terrain, et c'est ce à quoi je m'emploie depuis plusieurs mois. Il faut aussi que les chefs d'État et de gouvernement aient des paroles très fortes à l'égard de l'Europe dans les semaines qui viennent, mais on n'est pas encore dans la campagne. En France, on a les élections municipales à la fin de ce mois, et ça passionne beaucoup nos concitoyens, donc il faut laisser passer aussi certaines échéances pour parler très positivement de l'Europe. En tout cas, vi ringrazio molto per la vostra presenza. Grazie mille. Monsieur le ministre, les dernières choses que vous avez dites sont les plus critiques. Il y a les plus sérieux problèmes qui sortent de ce point que vous avez discuté à la fin. Mais je pense que les jeunes ont vous démontré qu'ils sont très, ils participent, ils ont une claire idée du processus que l'Europe va faire dans les prochaines années. Donc, je pense que vous avez eu une bonne vue de notre jeunesse ici. Et pour terminer, je vous donne un petit cadeau, un signe du symbole de l'université, parce que je pense que vous aimerez de vous retrouver sur vos domaines, à discuter d'une nouvelle fois, et parce que les jeunes, je pense, sont très intéressés à ce que vous avez dit.